l'inceste est tu, évidemment, puisque c'était de l'inceste entre frères. Donc ça, c'était de l'ordre du secret, mais du secret que nous, on préservait vis-à-vis de nos parents. On n'en a jamais parlé à nos parents. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Et désolé pour le retard, mais ce sont les aléas du direct. Et oui, c'est vrai, en début de saison, tout le monde arrive à l'heure. Et en milieu de saison, ça devient plus compliqué. Mon invité s'appelle Zadig Amroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous étiez perdu dans les méandres de la SNCF. Oui, je n'ai plus les habitudes parisiennes, j'ai perdu mes réflexes. Non, c'est surtout faire trop confiance à tous les outils connectés qui nous aident aujourd'hui. Mais je n'ai pas un sens de l'orientation infaillible. Mais c'est compliqué d'arriver jusqu'à nous. Vous êtes écrivain itinérant, professeur de langue et vous publiez La Nuit barbare aux éditions Emmanuel Colas. C'est un roman écrit à la première personne du singulier dans lequel vous poursuivez votre voyage à l'intérieur de votre histoire familiale, de votre adolescence et de votre enfance. Vous n'en avez pas encore terminé avec votre enfance ? Non, je pense qu'on n'en a jamais terminé. À chaque fois, je porte un regard différent et des souvenirs parfois totalement enfouis ressurgissent inopinément et à la lumière de nouveaux souvenirs, je révise continuellement mon enfance. Vous dites que l'enfance ne ment pas. Ce qui ne peut se dire s'écrit. Oui, je pense que c'est un peu une des raisons d'être de l'écriture, c'est que on bavarde beaucoup, on dit beaucoup de choses oralement, et puis il y a beaucoup de choses qui restent non dites et qu'on a envie, et qui sont peut-être plus importantes et qu'on a envie de mettre en avant. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui motive mon écriture. Mmh. Est-ce que vous vous aimez un peu mieux quand vous écrivez ? Oui. Oui, je m'aime beaucoup mieux. Enfin, je ne me hais point, je ne me déteste pas, globalement, mais je m'aime mieux quand je m'écris. J'ai l'impression d'être plus proche de ma vérité. Vous êtes orphelin de père et de mère depuis peu. Est-ce que c'est plus facile d'écrire certains moments de votre vie depuis qu'ils sont plus là ? Alors ça, c'est une grande question. Est-ce que le deuil a aidé le deuil moi, j'ai une façon de gérer le deuil par l'écriture. Donc effectivement, j'ai surmonté les épreuves du deuil par l'écriture avec le roman précédent, le deuil de ma mère, qui était le deuil le plus douloureux des deux. Est-ce que j'écris mieux ? En tout cas, est-ce que dire certaines choses, c'est plus facile une fois que les parents sont plus là ? Surtout pour ce roman, qui est un roman sur l'inceste familial. Non, ce n'est pas plus facile. C'est juste une question de temps. J'étais prêt à en parler. C'est-à-dire, c'est des processus psychiques très, très, très complexes. C'est ce qu'on appelle, grosso modo, le retour du refoulé. Il y a des choses qu'on a vécues en état de sidération et qui restent inhumées très longtemps et qui, à un moment, sont exhumées. Pour moi, pas par l'analyse du tout, mais par l'écriture. Mmh. Donc les parents, les figures paternelles, elles sont omniprésentes, paternelles et maternelles, les représentations sont omniprésentes. Je rêve toujours de ma mère, de mon père, ils sont là, ils sont dans ma tête. Il y a une foule comme chez chacun d'entre nous, il y a une foule de personnages dans la tête et de figures symboliques, et mes parents sont toujours là. Que l'amour familial, c'est bizarre, ça va, ça vient. Ouais, alors l'amour, c'est pareil, est-ce que ça existe ? C'est une grande question, l'amour. On vit là-dessus depuis la nuit des temps. Des fois, on a l'impression que c'est un leurre, des fois, on a l'impression que c'est une évidence. En ce moment, je dirais plutôt que j'ai l'impression que c'est une évidence. Comment s'appelle le djinn qui vous a soufflé votre texte ? Le djinn, est-ce que je le nomme ? Non. Vous ne lui donnez pas de nom, djinn qui vous souffle ? Non, le djinn me vient plutôt de la lecture des orientales que de la littérature arabe. Il me vient de la lecture de Victor Hugo et des djinns. Voilà, le poème, les djinns, magnifique poème de Victor Hugo. C'est ce sort de djinn poétique qu'on peut appeler inspiration. Disons, appelons-le inspiration. Le héros de votre livre s'appelle Yazid. Bon, à quelque chose près, c'est l'anagramme de Zadig. Yazid est mon prénom de l'état civil, c'est-à-dire que c'est mon prénom réel. Zadig est mon prénom de plume. Mais c'est vrai que les pas très loin. Oui, c'est deux syllabes. À quelques lettres près, on avait les l'anagramme. Les syllabes sont les mêmes, et puis surtout, oui, il y a le A et le I qui alternent de la même façon. Donc, on est assez proches, oui. Ouais. Enfant, vous n'aimiez pas qu'on écorche votre prénom ?
Bon, parce qu'il était écorché, j'appréhendais un peu la rentrée des classes, parce qu'à chaque fois, les maîtresses, j'ai que des maîtresses, écorché mon nom, alors que ça se prononce exactement comme ça s'écrit. Donc il y a une espèce de réticence à prononcer des noms à consonance étrangère, alors qu'on est en face de gens qui savent lire, puisqu'ils sont enseignants. C'est ce que j'ai fait remarquer à plusieurs reprises à mes maîtresses, que ça se prononce exactement comme ça s'écrit. Donc, il y a Zid. Oui. Comme vous, votre héros a un diastène. Un diastène, c'est ce qu'on appelle les dents du bonheur. Oui. On le surnomme Pépin la bulle ou Pépito à cause de ses oreilles décollées, de son cheveu sur la langue et de ses dents du bonheur. Qu'est-ce que vous avez fait de votre cheveu sur la langue ? Alors, vous êtes allé chez l'orthophoniste ? Oh là là, non, déjà on allait à peine chez le médecin, chez le dentiste. Alors l'orthophoniste, on n'y pense même pas. Non, je ne suis jamais allé. J'ai fait des exercices. Alors de temps en temps, quand je suis fatigué, je chante un peu toujours parce que je suis légèrement prognate. Je l'ai soigné tout seul, je me suis rééduqué en lisant à haute voix des textes classiques et j'ai eu raison du cheveu sur la langue. Votre roman est une photographie retouchée des années 70. Ce sont des années, dites-vous, qui furent pour vous un moment de grâce. On a tous une décennie qu'on préfère dans la vie, vous croyez ? Sans doute. En tout cas, pour moi, les années 70, ça représentait une espèce de jubilation, de liesse familiale avant que la famille soit plombée par des événements traumatisants. Puis c'était surtout ces moments avec mes sœurs, j'avais 6 sœurs et une mère, où on se réunissait tous et on dansait. C'est les moments de fête, les moments de fête familiales qui se sont interrompus après dans les années 80. Mais bon, ça avec l'adolescence, l'enfance, en tout cas dans ces milieux issus de l'immigration modeste, l'enfant est roi, l'enfant a tous les droits. Et puis surtout l'enfant masculin, de sexe masculin, approche les femmes. Après, il y a eu quand même une séparation il y a une rupture, il y a une séparation des sexes. Vous dites que dans votre enfance, vous étiez inventé une vie. Vous étiez fils d'une mère cantatrice et d'un père diplomate. Parce que j'étais lyricomane depuis tout petit et j'adorais l'opéra, donc je rêvais d'avoir une mère chanteuse d'opéra. La mienne avait une très belle voix, d'ailleurs, elle chantait très bien, mais elle me chantait des chansons du répertoire berbère, Vainouva, etc. C'était plutôt... J'avais envie d'être un transfuge de classe. Je crois que c'est le fameux terme, la fameuse expression d'Annie Ernaux. J'avais envie de changer de classe sociale. Je ne savais pas très bien quelle était ma classe sociale, parce que j'avais vaguement le sentiment que mes parents avaient été déclassés, ce qui est le cas, du fait de l'exil. Ils ont été complètement déclassés. Et donc c'était une forme de reconquête d'un paradis perdu et puis d'un statut social qui ne coïncidait pas initialement avec ce qu'il était devenu après le départ de mes parents d'Algérie. Votre père était ce qu'on appelait à l'époque, alors l'expression a disparu, OS. Oui, ouvrier spécialisé, oui. Il travaillait OS chez 2, c'est-à-dire une promotion par rapport à l'OS 1. À l'OS 1, oui. Ouais. Mais votre papa travaillait dans une filiale de Renault d'ailleurs. Oui, la Saviem, c'était à l'époque. Là aussi, on a oublié aussi ce que c'était la Saviem. Saviem, c'était les véhicules industriels de Renault, RVI, Renault Véhicules Industriels, mais à l'époque, Saviem. Ouais. Mais en Normandie, alors ? En Normandie, à Blainville-sur-Orne, juste en face du petit patelin qu'on habitait, qui s'appelle Hérouville-Saint-Clair, qui est devenu maintenant une grande ville. Et je reçois un Normand d'adoption ce matin et un Kabyle d'instinct. Zadig Amroun, c'est votre nom de plume. Pourquoi Normand d'adoption et Kabyle d'instinct ? Normand d'adoption parce que je suis né en Normandie, de parents algériens, kabyles. Qu'est-ce que je fais comme différence entre l'adoption et l'instinct ? C'est le cadre dans lequel j'ai évolué, mais l'instinct, c'est-à-dire ce qui est profondément inscrit en nous, l'atavisme, ça relève de... Voilà, c'est toute notre généalogie et il y a des choses de la culture berbère qui sont... et de l'instinct berbère, c'est-à-dire de l'instinct de rébellion, de résistance, qui font partie de mon héritage psychique. Vous êtes là pour nous parler de votre nouveau roman qui s'appelle La Nuit barbare aux éditions Emmanuel Colas. Enfant, vous n'alliez pas en vacances au Bled ? Jamais. Je n'y suis jamais allé. Mon frère et ma sœur aînée, ils se sont allés une fois dans le cadre de l'amicale des Algériens en Europe. Mais nous, jamais. Mais mes parents ne sont jamais retournés de leur vivant. Enfin, précision. Ma mère est retournée après la mort de mon père en Algérie, mais entre son arrivée en France, donc en
58 et la mort de mon père en 2012, maman n'avait jamais remis les pieds en Algérie. Papa n'a pas revu son Algérie natale de son vivant. Il vous disait pourquoi ? Ça fait l'objet d'un roman. Ça, c'est mon premier roman, Le pain de l'exil, où j'explique, enfin, je donne mes hypothèses. Pour mon père, c'est parce qu'il avait été recruté un peu pour préparer le terrain de la guerre d'Algérie en France. Donc il a quitté la Kabylie en 1945, donc au lendemain des massacres de Sétif et de Guelma. Et maman, elle, a quitté... 8 mai 1945, hein, c'est l'autre 8 mai. Ouais. Et donc l'indépendance, je veux dire l'armistice, et puis le drapeau nationaliste algérien que mon père, selon la légende, aurait apporté de son village près de Sétif à Sétif. Et au lendemain de cette mission, il a pris un bateau clandestinement pour arriver à Marseille. Et ma mère, elle, était veuve et pauvre, très très pauvre. Parce qu'elle a eu un premier mari, hein, avec lequel elle a eu des filles. Oui, elle a eu trois maris en tout. Donc le premier a répudié. Elle était trop jeune et pas encore pubère d'ailleurs. Elle devait avoir 12 ans. Donc il a répudié. Le deuxième faisait partie de la première vague d'immigration. Donc il travaillait par ici d'ailleurs, je crois, à Ivry. Et elle a eu 4 filles, mais elle est restée au bled, hein, comme on dit, avec ses 4 filles. Et au lendemain de sa mort, il se trouve qu'elle avait juste un frère qui était déjà en France, donc elle est partie rejoindre son frère, puisque selon la loi kabyle, l'autorité paternelle en l'absence de père est différée. Et en tout cas, oui, passe à l'oncle, c'est ce qu'on appelle le droit avinculaire. Voilà. Juste en face de l'autre côté, enfin de l'autre côté de la Seine, Ivry. Oui. Et après, votre maman, elle a donc eu d'autres enfants avec 5. Ouais, avec votre père. Ouais. Enfin, 5 qui sont nés, hein. Enfin, qui ont vécu. Qui ont vécu, oui. Ouais. Oui 7 grossesses, ouais. Ça fait partie des secrets de famille que vous révélez dans votre livre. Est-ce que tous les secrets de famille doivent être révélés, finalement ? Alors, je ne sais pas s'ils doivent être révélés. On a toujours la prescience qu'on nous cache quelque chose quand on est enfant. On le sait très bien, on le sent. C'est pas dissible, mais on sent qu'on nous cache quelque chose. Et on passe son temps à essayer de couvrir le poteau rose. Moi, j'avais une mère qui, en fait, nous racontait les choses. C'est-à-dire que les traumas, ma mère me les a racontés depuis que je suis tout petit. À vous raconter de quelle façon elle vous racontait, puisque vous aviez une habitude, c'était d'aller dans le lit de votre mère le matin quand votre père partait à l'usine, et elle vous racontait. Elle me racontait à la fois des contes kabyles, et puis de temps en temps des contes réels. Son histoire, la décapitation de mon grand-père en place publique était un peu l'acte fondateur de notre famille, en tout cas dans mon psychisme à moi. Et puis ensuite... En 36, hein, votre grand-père a été décapité sur place de Grève, comme on disait. Oui, à Bjaïa, voilà. Et on a l'enfant fantasme avec cette tête coupée. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est peut-être pour ça que j'ai fait des études d'ailleurs. Peut-être que j'avais envie de replacer la tête sur le corps. En tout cas d'être une tête pensante, de ne pas être privé de tête. Et puis pour les autres traumas qui sont liés à des choses plus délicates, de l'ordre de l'inceste, d'une grossesse aussi de l'une de mes sœurs, une grossesse qui a été assez tragique, puisqu'elle a donné lieu à un enfant mort-né. Alors l'inceste est tu, évidemment, puisque c'était de l'inceste entre frères. Donc ça, c'était de l'ordre du secret, mais du secret que nous, on préservait vis-à-vis de nos parents. On n'a jamais parlé à nos parents. Pour le reste, ma mère, oui, me racontait très explicitement, avec force détail, la grossesse de ma sœur, la façon dont elle a accouché d'un enfant mort-né. Culturellement... Et après, cet enfant, il devenait quoi dans l'histoire familiale ? Cet enfant, il est mort. Oui, mais quelle était sa place ? Une fois qu'on vous racontait, ça disparaissait de l'histoire familiale. Ça restait dans l'histoire familiale. Ça faisait partie de l'histoire familiale. Ça ne disparaissait pas du tout. Au contraire, ça prenait une place très importante, puisque ça suscitait toutes sortes d'interrogations, de fantasmes. Pourquoi est-ce que moi, je vis
alors que cet enfant est mort. Moi, ça m'a obnubilé toute mon enfance. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de vivre alors que lui c'était presque un infanticide. Et votre sœur, qu'est-ce qu'elle est devenue après? Est-ce que j'ai le droit de parler à sa place? Non. Non. Mais vous pouvez nous dire ce qu'elle est devenue. Elle est devenue une mère de famille tout à fait standard. Elle a épousé un mariage arrangé, mais elle a épousé un homme qui était un homme bienveillant, pas violent, dont elle a eu 4 enfants, qui ont fait des études supérieures tous les cas, donc parfaite intégration. Et puis aujourd'hui, elle a presque 70 ans et elle est en très grande souffrance psychique. On parlait de vos sœurs, on va parler de vos frères. On va écouter une chanson qui est un classique aujourd'hui de Maxime Le Forestier, une chanson qui a presque 50 ans aujourd'hui. C'est un monument de la chanson française, sur un album qui compte énormément de classiques, l'éducation sentimentale, San Francisco, Parachutiste, comme un arbre. Vous avez eu, écrivez-vous, je vais arriver à le dire, vous avez eu, écrivez-vous, 3 frères de sang, 2 ont survécu. Et vous dites que nous sommes les 3 princes Sérendipes. 3 princes de Sérendipes, c'est 3 princes de la tradition perse, du conte perse qui prennent chacun. Le roi leur dit voilà, il va falloir que vous initiez un peu, on va voir ce que vous valez, donc vous allez prendre le même chemin, puis à un moment vous allez bifurquer. Et finalement, ils se retrouvent. Voilà, et la chanson n'a pas vieilli. Voilà, c'est le book club de Zadik Amroun à l'occasion de la sortie de son roman La Nuit barbare, aux éditions Emmanuel Colas. On a écouté Maxime Le Forestier un petit peu avant la page de publicité. La chanson s'appelle Mon frère. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson, puisqu'elle est extraite de la bande originale de votre livre? Il y a des souvenirs de centre aéré. Donc nous ne partions pas en vacances avec nos parents, nous étions toujours au centre aéré. Et puis les moniteurs, vous savez, c'était les babs, Peace and Love, la guitare, la gratte, les feux de camp, et on avait des petits albums de chansons, dont il y avait San Francisco, mais il y avait surtout cette chanson qu'on vient d'entendre et qui m'émeut à chaque fois que je l'écoute. C'est pas tout à fait mon histoire, c'est le frère que je n'ai jamais eu. Moi, j'ai eu 2 frères que j'ai l'impression d'avoir perdus. Je m'en suis éloigné. J'ai une histoire très 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 fusionnelle avec un frère aîné qui est un peu mon double, mon négatif aussi, et auquel je n'ai pas adressé la parole depuis plus de 20 ans maintenant. Donc c'est très douloureux d'écouter cette chanson, et en même temps c'est une chanson dont le texte est magnifique. La mélodie était peut-être un peu sirupeuse, un peu facile, mais bon, ça vous émeut aux larmes, et puis oui, c'est un peu cathartique, on va dire ça. Ça me permet de me purger un peu toute cette douleur. Vous savez ce qui signifie votre prénom? El Yazid. Oui. En arabe, parce que le problème, c'est que est-ce qu'on parle du prénom arabe ou du prénom berbère? En arabe, ça veut dire celui qui ajoute. C'est l'algèbre, c'est celui qui ajoute. En kabyle, ça viendrait plutôt de l'animal solaire qui est le coq, Ayazet. Donc c'est l'animal solaire, celui qui chante le lever du jour. Et mon père me surnommait Ayazet. Et moi, ça me vexait parce que j'ai l'impression d'être un poulet, parce que je ne savais pas que c'était aussi le coq à l'époque. Je pensais que c'était un poulet. Donc comme je savais très bien que ma mère me répétait toi, tu seras jamais un homme, etc. Donc j'avais l'impression d'être un chapon, d'être castré quand on m'appelait Ayazet. Et après, j'ai découvert que ça voulait dire, au contraire, c'était très 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 viril, le coq. Quand est-ce que vous avez appris le kabyle? Je n'ai jamais appris le kabyle. J'ai été imprégné de kabyle dans toute mon enfance. Je ne l'ai jamais appris. Je ne l'ai jamais parlé quand j'étais petit. Et puis, quand je suis parti de chez mes parents, donc j'avais 15 ans, j'étais à Paris avant d'être à Londres, j'entendais parler kabyle dans le métro, et à chaque fois j'avais les larmes aux yeux. Et puis un jour, je me suis dit, il va falloir que j'essaye de parler. Et puis j'ai essayé de parler, je me suis rendu compte que je savais parler maladroitement, mais je comprenais 99%, et j'étais capable de faire des phrases, donc je m'exerçais tout seul. Et puis un jour, je suis rentré chez mes parents, puis j'ai parlé à ma mère, elle me dit, mais
Tu sais parler kabyle, toi? C'est nouveau, parce que c'était leur langue. C'est la langue dans laquelle ils se parlaient tous les deux. Ils parlaient tous les deux, alors c'était soit leur confidence, l'intimité, leur passé, des choses qu'ils voulaient que les enfants n'entendent pas, a priori, mais enfin on entendait et on comprenait, à leur insu, ou la langue réservée à leurs disputes, aux insultes, etc. Parce qu'ils se disputaient beaucoup au petit matin, mes parents. Et parce que mon père buvait, donc ma mère lui reprochait d'être un ivrogne. Mon père reprochait à ma mère d'être une princesse. Enfin, bon, là, c'est le conflit. Mon père est issu d'une lignée de forgerons, mais plutôt des terriens, des paysans. Et ma mère était cette espèce de princesse, de grande dame, de chef de fille de chef de clan. Et elle avait une espèce de mépris à l'égard de mon père, mais de mépris, on va dire théâtral, quoi. Elle adorait. Que votre mère était une actrice, en fait. Ah, ma mère est une grande actrice. Elle ne s'est jamais produite sur scène, mais je pense que ça aurait fait une diva, oui. On a beaucoup de mères qui sont des actrices. Ouais. La commedia dell'arte à la maison. C'est un rôle, le rôle de mère, déjà. C'est un rôle en soi. Hein. Votre roman démarre à la veille de l'exécution d'Hamida Djandoubi. C'est quelque chose dont vous vous souvenez ou vous l'avez mis dans le livre parce que ça faisait référence à votre histoire familiale? Les deux. Je me souviens de cet épisode parce qu'on en parlait à la maison, que ça a été c'était un événement pour nous, un événement familial, mais et puis on commençait beaucoup à parler de grâce présidentielle. C'était des choses que je connaissais pas. Moi j'étais tout petit, enfin, j'avais 9-10 ans, donc je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire la grâce présidentielle, donc je me suis renseigné là-dessus. Et puis évidemment ça faisait écho à l'exécution de mon grand-père, donc on en parlait d'autant plus. Hamida Djandoubi, c'est le dernier qui en Europe a été exécuté au moyen d'une guillotine. Oui. En 1977. Vous vous souvenez de l'incipit de votre livre? De celui-ci? Ouais. Vous dites les incipits de romans sur ma première cigarette, ma première gorgée de bière. Ah, les incipits de romans que je lisais, oui. Oui, mais oui, c'est pour ça que je vous dis, pour vous, c'était très important. Les incipits, c'est le début d'un livre. Oui. Hein. Mais est-ce que vous vous souvenez de l'incipit de votre livre à vous? Non. Non. De celui-ci? Ouais. Précisément, non. Je me souviens de plein d'incipits, mais pas de celui-ci. C'était Kate ou Marie-Madeleine en fond de robe synthétique, couleur chair. Ah oui, alors ça me revient maintenant. Oui, c'est la scène où je suis avec ma mère au petit déjeuner. Elle porte cette combinaison couleur chair qu'on a achetée par correspondance à la Redoute aux Trois Suisses. Hécate ou Marie-Madeleine, alors ça c'est vraiment reconstruit, parce que Hécate c'était la sorcière par excellence, et ça c'est ma lecture de Macbeth, où je voyais Lady Macbeth comme ma mère, très violente, très ambitieuse, et c'était la sorcière des sorcières, la sorcière superlative Hécate, et puis Marie-Madeleine aussi, parce que je pensais déjà au Caravage, et cette espèce de Marie-Madeleine repentie, cette jeune fille agenouillée au sol avec ses bijoux, ses onguents, donc on sait à ses attributs que c'est Marie-Madeleine et qu'elle est dans le repentir. Vous allez dire, c'est toujours la maman et la putain. Voilà, c'est Eustache. C'est des souvenirs de Jean Eustache, vous vous rendez compte quel film? Ouais, mais pour moi, c'était pas la maman ou la putain. J'ai jamais osé considérer maman comme une putain. C'était plutôt à la fois la sorcière et puis cette fille démunie, repentie. Vous étiez l'intello de la famille. Vous dites qu'un télo c'était une race à part. Vous avez commencé par lire Huysmans à 12 ans. C'est pas quand même c'est pas de la lecture d'enfant. Mais j'étais pas vraiment un enfant comme les autres. Hein. J'étais un enfant. Aujourd'hui, avec les nomenclatures d'aujourd'hui, on dirait que j'étais sans doute un enfant un peu précoce. On dirait HPI aujourd'hui. HPI. Ah oui. D'accord, vous êtes plus savant que moi. Non, il y a une série pour vous dire sur TF1. Ouais. Sinon, on dirait un zèbre. Moi, j'étais un hyper verbal. Alors, je lisais beaucoup, je me réfugiais beaucoup dans la lecture. Dès qu'il y avait un conflit familial, ça me faisait violence et donc je m'enfermais pour lire. Et puis Huysmans, c'est simplement parce que j'avais des voisins dans un quartier qui était un quartier ouvrier, 5 immeubles où étaient logés les ouvriers de la 5e pour la plupart.
Mais juste à côté, le quartier s'est développé parce qu'il est en périphérie de Caen, dans un endroit assez agréable, assez bucolique. Et donc, sont installés des gens de la classe moyenne, cultivés. Profs, conservateurs de musées, médecins, etc. Donc, les gamins avec lesquels j'étais à l'école, c'était plutôt ceux-là. Et ils avaient une bibliothèque chez eux, les voisins. Et dès qu'ils ont décelé chez moi ce goût, parce qu'on allait tous les uns chez les autres, c'était vraiment le vivre ensemble quand on était petits. Toutes les maisons étaient ouvertes. Et quand j'allais chez ces voisins, qui étaient vraiment mes voisins préférés, j'étais complètement fasciné. Chez moi, il n'y avait pas de livre. Donc là, j'étais fasciné par la bibliothèque. Et puis, je choisissais un peu au hasard. Puis un jour, j'ai choisi Huysmans parce que le nom me plaisait. Puis j'ai lu ça à rebours. Et puis, alors je me suis aussi j'ai pas acheté, mais j'ai dû emprunter le dictionnaire des mots rares parce que je comprenais pas tout. Et donc, ça a un peu forgé mon goût pour l'écriture un peu ornée, baroque. Et vous lisiez tout. Hein. Et vous avez eu même un mentor en écriture. C'est grâce d'ailleurs à ces voisins-là que vous êtes peut-être devenu écrivain, d'ailleurs, puisqu'il vous avait dit qu'un jour, il faudra que tu écrives l'histoire de ta famille. C'est ce que me disait ma voisine qui était professeure de lettres. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je pense que nos parents avaient énormément d'ambition pour nous, étant eux-mêmes analphabètes. Ils rêvaient d'écrire, en fait. Mon père rêvait d'écrire. Il savait un peu écrire. Il s'était familiarisé avec l'écriture en autodidacte. Maman avait une espèce de rejet de l'écriture. Elle était capable de déchirer nos copies, nos livres, parce que on lui échappait. Et comme moi, j'étais toujours fourré chez mes voisins, maman hurlait, venait me chercher chez les voisines en me disant « Rentre à la maison, c'est pas ta mère, c'est moi ta mère ». Il y avait cette jalousie. Donc j'essayais de partager mon temps entre les deux. Quelle était votre question ? Tu vous disais que finalement, c'est grâce à vos voisins que vous aviez peut-être... C'est notamment grâce à eux. Je dois beaucoup à mes parents. Que vous étiez devenu écrivain parce qu'ils voulaient que vous écriviez l'histoire de votre famille. Oui, ça a été un déclic, mais je dois tout le fait d'être écrivain à moi-même, à mes parents. Mais après, vous avez eu un mentor en écriture. Mais oui, ça c'est pour la technique. Oui, mais vous étiez jeune. Enfin, je veux dire, c'est un mentor en écriture. Tout le monde n'a pas un mentor. Non, j'ai rencontré ce professeur agrégé de lettres classiques qui m'a initié à la littérature et qui m'a fait faire pratiquement quotidiennement des exercices de la vieille école avec des vieux manuels où on écrivait à la manière d'eux. Donc à 10 ans, écrire à la manière de Montesquieu, de Balzac, de Proust. J'ai fait des exercices comme ça techniques. Mais comme j'aurais fait du piano si j'avais été au conservatoire. Salammbô, vous connaissez par cœur ? Par cœur, non, mais je le connais bien. Disons que je l'ai lu peut-être, je ne sais pas, 153 fois. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Bon, vous m'avez... alors, grâce à votre livre, je me suis souvenu de quelqu'un des années 80. C'est plus des années 70, c'est Corinne Charby. La boule de flipper. Ah oui, et vous savez quoi ? Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue, puisqu'il y a beaucoup d'émissions de nostalgie, et on n'a jamais revu Corinne Charby, qui était sublime. Alors, Corinne Charby, moi, je l'ai découverte d'abord dans le catalogue ou quelque chose comme ça. Des Trois Suisses, je crois. Donc, la version été, puisque c'était par saison, maillot de bain. Donc, j'ai cette fille ravissante qui ressemblait à une fille qui était dans ma classe, dont j'étais amoureux, qui était une petite danseuse. Et Corinne Charby, alors figurez que je me suis renseigné sur elle. Elle mène une vie assez agréable, je crois. Elle est mère de famille, bien mariée avec un homme riche. Elle s'est retirée de la chanson et du mannequinat et voilà. Et on l'a jamais revue. On l'a jamais revue, mais je crois qu'elle veut plus. Elle veut plus. Non, mais c'est rare. Elle mène sa vie agréable. Tous ceux qui nous écoutent ce matin et qui sont passés à côté des années 80 et de cette pépite, on va se quitter sur la boule de flipper. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Zadig. Merci beaucoup. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très bon dimanche à tous.